Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Donc, bienvenue sur notre rubrique Science et Torah. Il y a toujours une parole qui me fait sourire. On me dit, la Torah n'est pas un livre de science. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Les Chachamim ne répondent pas, les sages d'Israël ne répondent pas aux questions de science ou aux questions d'histoire. Certes. Mais, il y a un mais. Le monde scientifique, le monde des historiens, le monde des philologues, les spécialistes de l'étude des langues, nous posent toutes sortes de questions qu'ils croient discerner parfois dans une lecture superficielle de la Torah. Et lorsque les Chachamim évoquent ce qu'on appelle en science des faits observationnels, il y a un certain nombre de faits qui ressortent de l'observation. On observe. Et ils nous disent, voilà, en observant le monde, en observant la matière, nous arrivons à telle et telle conclusion. Et que nous nous rendons compte que ces conclusions donc, précèdent de quelques dizaines de siècles les conclusions des scientifiques de l'époque moderne qui, eux, sont dotés de moyens d'observation modernes, ça doit nous faire réfléchir. Et c'est à cette catégorie qu'appartient cette discussion, a priori étonnante, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. La discussion se trouve à la page 9b du traité Ta'anit. Elle oppose, en apparence, en tout cas, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur le fait de savoir d'où vient la pluie. Tanya, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Kol haolam kulo imeme okianus ushote. Le monde entier boit de l'eau des océans. C'est bien connu. Pourquoi? Chez Nehemar, Ve'ed ya'ale min haaretz ve'hishka et kol pene ha'adama. Il y avait une exhalaison, en quelque sorte, d'humidité qui s'échappait de la terre et qui abreuvait l'ensemble de l'humanité, toute la terre. Amarlo Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua est celui de nos sages qui était le plus fort, et notamment dans ce qui touchait donc à l'astronomie. C'était celui de nos sages, celui qui connaissait le mieux le système solaire, le système des étoiles, l'astronomie. Et donc Rabbi Yehoshua lui répond, lui dit, mais je comprends pas. Valo, mais okianus meluchim hen. Les eaux des océans sont salées. Or, on sait que les eaux des pluies sont plutôt sucrées. En tout cas, elles ne sont pas salées, elles n'ont pas de goût salé. Donc, comment peux-tu me dire que ces eaux sont des eaux qui viennent des océans? À Marlo, il lui a dit, Rabbi Eliezer, mitmatkin, elles s'adoucissent, be'avim, dans les nuages. Ça, c'est la discussion donc entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Alors, ça continue. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit, Kol haolam kulo mimemei ha'elyonim ushote. L'ensemble du monde, on va dire le globe terrestre, boit des eaux supérieures. Chez Nehemar, il a un passouk qui vient à son appui, les matar hashamaim tishte maim. C'est avec de la pluie. Il y a plusieurs mots pour parler de la pluie. On parle des geshamim. Geshamim, c'est du mot geshem, c'est de la matière, mais c'est de la matière recyclée. Parce qu'en fait, c'est de l'eau qui devient du gaz, qui se transporte et qui redevient de l'eau. Et ça peut même être la glace au passage. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a plusieurs états dans l'eau. Donc c'est quoi la pluie? En fait, c'est des matières, mais la matière sous plusieurs formes. Lui, il vient et dit, non, il y a matar. Matar, c'est un autre thème de la Torah pour parler des pluies. Et les matar hashamaim tishte maim. D'accord? Le matar hashamaim tishte maim. Si on doit parler d'une eau qui est distribuée sur Terre, on parlera d'une eau qui vient des cieux supérieurs. D'accord? C'est-à-dire que la source de ces pluies-là, c'est ce qui se trouve au-dessus des cieux. Et là, Mani Mekayem Ve'ed Ya'ale Minares. Alors, comment on va faire pour expliquer le passouk qui nous dit qu'il y avait des exhalaisons qui sortaient de la terre? Mais la Med Sheha Ananim Midgabrim. Cela vient nous enseigner quoi? Qu'effectivement, il y a des nuages qui se forment à partir des exhalaisons d'humidité de la terre, effectivement. Mais quoi? Midgabrim. C'est-à-dire que ce sont des nuages qui s'épaississent. Ils se remplissent des exhalaisons de la terre. Mais pas seulement. Veolim la rakia, ils montent dans les cieux, ou potrine pihem, et ils ouvrent leur bouche vers les hauteurs, kenod, comme une outre, ou mekablim mei matar, et ils reçoivent les eaux qui viennent d'en haut. Chez Nehemar, yazoku matar les edo. C'est-à-dire que les cieux eux-mêmes versent en quelque sorte de l'eau de pluie dans les ananim, donc dans ces nuages. Et donc ces nuages-là, qui montent vers la terre, ils montent en quelque sorte vides d'une certaine manière,
et ils se remplissent, vides, non, parce que c'est effectivement c'est de l'eau qui s'est transformée en gaz, mais ils sont vides de l'eau d'en haut, et ils prennent de l'eau d'en haut, ou menu kavot hen, bigvara, ils sont comme une espèce de nappa, d'accord? Ça sert en quelque sorte à faire le tri, ou baot, ou mechashvot maïm, eh bien, elles vont, ensuite, ces nuages-là vont verser des gouttes d'eau, des gouttes de pluie, al-gaber akia, sur le carca de la terre, chez les Emar, chashrat, maïm, ave, shechakim. On voit donc que ce qui vient des cieux, eh bien, ce sont des nuages donc, qui viennent des cieux, ven, bentipa, letipa, et là, kemlonima. Et alors, mieux que cela, on dit qu'il y a entre chaque goutte qui va passer un chut asera. Il n'y a jamais une goutte de pluie qui tombe à l'endroit où est tombée la précédente. Agmara le dit ici, c'est un fait aujourd'hui constaté. Si ça pouvait arriver, ça produirait des tremblements de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une goutte qui tombe l'une après l'autre sur le même endroit. Effectivement, il y a des gouttes qui tombent au même endroit, mais c'est pas deux gouttes qui sont sur le même axe. Jamais. C'est Agmara qui le dit. Donc on voit ici une discussion extraordinaire. D'abord, il faut comprendre cette discussion. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua disent qu'il y a une discussion pour savoir d'où vient la pluie. Évidemment que Rabbi Yoshua est tout à fait au courant que la pluie vient des nuages qui s'échappent de la mer. Et évidemment que Rabbi Eliezer est bien d'accord qu'il y a un pasouk dans la Torah, un verset dans la Torah, qui viendrait nous enseigner que des pluies viennent d'en haut. Le problème, c'est quelles sont les pluies qu'on doit prendre en compte, en quelque sorte, quelles sont celles qui nous nourrissent. De quoi on boit, finalement, de quoi on se nourrit. Il y a de l'eau sur Terre. Quand il y a l'eau, il y a de la vie. Quelle est l'eau qui nous fournit la vie? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette discussion-là, pendant des siècles et des siècles, n'a pas été illustrée. C'est le type même de Gemara dans lequel on peut à la fois donner une explication scientifique, une explication observationnelle. Quand on parle de scientifique, ici, on parle de observationnel, c'est quelque chose qui s'observe. Mais en même temps, on peut donner une explication également spirituelle, au sens où il y aurait en quelque sorte une pluie qui aurait une bracha particulière, une bénédiction particulière, comme le dit le Midrash. Le Midrash, au sujet de cette Gemara, dit il y a une pluie qui vient d'un Haut-Tsar, elle vient d'un grenier de bonté d'Hachem, qui verse de la pluie sur le monde, et cette pluie, elle est très spéciale. Et effectivement, parce que le pasouk, le matin Hachamaim Tishté, il se trouve dans Dvarim, dans le Deutéronome, au chapitre 11, verset 11. C'est la partie du Deutéronome dans laquelle Hachem, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, nous explique que si on fait des mitzvot en Israël, on aura des pluies qui seront des pluies de bracha. Ce passage-là évoque ça. Donc effectivement, on peut l'expliquer comme ça. Il ne reste pas moins que pendant de longs siècles, on s'est quand même posé la question de savoir d'où venait la pluie. Et on avait cette discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que la pluie vient des océans ou alors est-ce qu'il y a la pluie qui vient de l'espace? Alors il y a quelques temps, les Japonais et les Américains se sont donné la main pour un programme d'approvisionnement mondial en eau. Ils sont partis chercher de l'eau dans l'espace. Et ils se sont rendus compte de quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a 600 000 tonnes de débris spatiaux qui franchissent la barrière de la stratosphère chaque jour et dont on perd la trace. Alors, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, en Sibérie, il y a eu un météorite qui est tombé sur une région, Tunguska. Il n'en est pas resté grand-chose. À 60 km à la ronde, rien n'a repoussé. Ça a tout balayé sur 60 km à la ronde. Je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si c'était tombé sur une ville comme Paris. Et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé à l'époque du déluge, quand c'est non pas une météorite, pardon, on peut dire un ou une d'ailleurs au passage, mais des millions de météorites qui se sont abattus sur la Terre, avec des tsunamis, des raz-de-marée, des tremblements de terre, etc. Vraiment, tout a été complètement bouleversé, chose qu'on peut parfaitement imaginer. Ce scénario, les évolutionnistes, et nous sommes d'accord sur ce scénario. La seule chose, c'est que les évolutionnistes le situent à 70 millions d'années en fonction de leurs critères, dont on parlera dans un autre cours une autre fois, et nous le situons il y a un peu plus de 4000 ans. Alors revenons sur notre sujet. 600 000 tonnes de débris spatiaux. Comment ça marche? Or, les scientifiques, et notamment un truc qui s'appelle Johann Hort, ont découvert, il y a un peu moins d'une trentaine d'années, l'existence d'un nuage de comètes qui se trouve à la lisière de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est donc l'ensemble spatial dans lequel se trouve le système solaire et dans lequel se trouve donc la Terre. Alors, ils ont trouvé un nuage de comètes. Ils évaluent la présence, le nombre de comètes, environ le nombre de 1000 milliards de comètes. De temps en temps, pour une raison que
personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui, il y a une comète qui prend le large. Et pour des raisons que personne ne comprend, il y a un petit morceau, c'est-à-dire en fait des météorites qui sont issus des queues de comètes. Alors les queues de comètes, c'est pas, si vous voulez, une espèce de chenal qui fait quelques dizaines de milliers de mètres. Ça fait 10 millions de kilomètres, hein, une queue de comète. Si vous voulez mesurer ce que ça fait dans l'espace, c'est environ 10 millions de kilomètres. De ce morceau donc, de queue de comète se détachent régulièrement des blocs. Qu'est-ce qui se passe avec ces blocs? Ces blocs qui traversent la stratosphère. Il y en a qui, pour des raisons que personne n'arrive vraiment à expliquer, vont se promener dans l'espace et vont choisir en quelque sorte précisément de traverser la barrière de la stratosphère. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que l'effet de frottement au moment où ils traversent la barrière de la stratosphère fait que ces objets se disloquent. Mais ensuite, après, il se passe un phénomène extraordinaire qui nous a fait comprendre ce qu'étaient ces objets. Figurez-vous que ce sont des blocs de glace. Et que ces blocs de glace, au contact de la stratosphère, au moment où ils traversent la stratosphère, où ils se chauffent, non seulement se disloquent, mais ils fondent. Parce que l'eau, c'est bien connu, peut être soit à l'état d'eau, glou-glou, soit à l'état de glace, soit à l'état de gaz. Effectivement, le gaz, la glace, au contact de la chaleur, fond. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Une émanation, une exhalaison. Et c'est ce qui se passe effectivement. Et ces nuages, donc ces nuages qui se forment en altitude, vont maintenant se fondre dans les nuages qui se trouvent à 7 ou 8 km au-dessus de nos têtes, comme le disait Rabbi Yoshua, c'est-à-dire que ces nuages, en quelque sorte, ouvrent leur bouche vers le haut, reçoivent de l'eau qui vient d'en haut sous la forme de nuages, puis ensuite ces nuages s'alourdissent et ils libèrent l'eau salvatrice qui tombe sur nous, comme le disait Rabbi Yoshua il y a 17 siècles, sans avoir dépensé les quelques dizaines de milliards que les Japonais et les Américains ont dépensés avec les moyens d'investigation modernes, des satellites, des fusées et toutes sortes d'engins électroniques, de mesures, et surtout avec la capacité de filmer ces pluies de météorites. Parce que les Américains et les Japonais ont aujourd'hui la possibilité de filmer les pluies de météorites. On filme les pluies de météorites. Ça veut dire qu'on voit des centaines de milliers de débris spatiaux traverser la stratosphère, disparaître, et on se demande où ils sont passés. Et bien effectivement, ce sont des blocs de glace qui sont devenus des nuages. Alors comment on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau qui vient de l'espace? Tout simplement parce que notre eau à nous, c'est du H2O, deux particules d'hydrogène, une particule d'oxygène. Mais là, il y a du deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Voilà. Donc c'est une particule, en quelque sorte, qui a quelques atomes en moins par rapport à l'hydrogène. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a du deutérium. Le deutérium, ce qu'on retrouve dans l'eau des océans. Alors on évalue qu'il y a à peu près 14% des eaux des océans dans lesquelles il y a du deutérium. C'est quand même pas mal. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une présence massive d'eau qui vient de l'espace. Et maintenant, mes chers amis, je vous pose une question. Comment Rabbi Yoshua, il y a 17 siècles, à une époque où on se déplaçait à dos de Hmar, à dos d'âne, pouvait-il se permettre de nous dire, sans avoir les moyens d'investigation modernes, avec toute l'assurance des gens qui savent tout, qu'il y avait de l'eau qui venait de l'espace? La réponse elle est très simple. Elle est que nous sommes en présence ici d'une attestation de l'origine divine du savoir de nos Chachamim. Pour dire une chose pareille, il fallait effectivement posséder les moyens d'investigation moderne, où il fallait avoir été renseigné par l'être qui a créé le monde, qui le dirige et qui est capable de nous expliquer la circulation de la moindre des particules qui se prennent dans le monde, ou, disons, des grands ensembles qui nous entourent. Donc pensez que quand la Gemara se permet de nous rappeler, de nous citer ici ce que dit Rabbi Yoshua, la Gemara, donc dans Ta'anit Daftet, page 9b, c'est tout simplement qu'elle veut nous alerter sur le fait que le savoir de nos Chachamim est dans de très nombreuses circonstances d'origine divine. Alors vous allez me poser une question que nous traiterons dans un autre cours en prenant un certain nombre d'exemples précis. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, monsieur le rabbin. Je vais quand même comprendre. Il y a des fois dans lesquelles, il y a des textes dans lesquels les Chachamim nous disent de toute évidence des absurdités, entre guillemets. Gemara Baba Batra, au 2e chapitre, on nous parle du soleil là-bas qui passe sous une estrade, une fenêtre, qui repasse de l'autre côté. Et là, vous avez finalement un texte qui est un texte qui nous dit que l'eau vient de l'espace. Alors finalement, pendant des siècles, de la même manière que quand on nous parle du soleil qui passe sous une estrade, peut passer sous une fenêtre et autres, etc., en fait, on comprend bien qu'il s'agit d'images. En vérité, ce texte-là, pendant des siècles, il a pu être expliqué comme une suite d'images. Donc si c'était des images, ça veut donc dire que nos Chachamim peuvent parfaitement avoir ici aussi utilisé un langage imagé. Quand est-ce que vous allez nous dire qu'on a affaire à un langage observationnel, et quand est-ce que vous allez nous dire qu'on a affaire à un langage imagé?
Alors la réponse est la suivante. De la même manière que lorsque je veux comprendre une poésie, je dois me référer à ceux qui sont des spécialistes de cette poésie. Ou lorsque je veux comprendre un auteur ancien, un philosophe grec, un philosophe du Moyen-Âge, un philosophe il y a 200 ou 300 ans, je vais lire un certain nombre de textes de spécialistes de cette période-là. De la même manière, pour comprendre ce que disent nos sages, il faut des spécialistes de cela. Les spécialistes, c'est le Maharal de Prague, c'est le Maharsha, Moreno Harav Shmuel Edels, qui est le commentateur incontournable de ce qu'on appelle les Haggadot du Chasse, qu'on ne traduira pas par les contes et légendes talmudiques parce que c'est un gros mot, mais tout simplement par les grands secrets que nos sages veulent nous enseigner, qui sont encodés et enchâssés dans des Haggadot, dans la partie narrative de la Gemara, parabole peut-être, on pourrait dire ça. Eh bien effectivement, ce sont eux, et notamment eux, le Maharal et le Maharsha, et les commentateurs, qui vont expliquement nous expliquer ce que les Chachamim ont voulu nous dire ici dans le Talmud, tout simplement. Il y a un certain nombre de textes qui sont des textes dans lesquels les Chachamim veulent nous exprimer des concepts qui sont des concepts fondamentaux, mais ils les habillent, les masquent dans des faits qui sont de nature, dans un langage qui est un langage observationnel, qui semble donc décrire une réalité, mais qui est en fait un langage imagé. Et il y a des cas dans lesquels les Chachamim nous citent des faits qu'on peut observer, ils sont dans l'observationnel. C'est le cas ici de la Gemara, et dans lequel ils précèdent la science moderne de 17 siècles. Voilà ce qu'il faut reconnaître. Et là, effectivement, Rabbi Yehoshua a précédé la science de 17e siècle, la science moderne de 17e siècle, et il vient nous apprendre qu'il y a de l'eau qui vient de l'espace. Alors, comme toujours, quand les Chachamim nous enseignent un fait, ils veulent aussi nous alerter sur la nature spirituelle de ce fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire de nous expliquer qu'il y a de l'eau qui vient de l'espace? Il y a ce que dit le Midrash, à savoir qu'il y a plusieurs sortes de pluies. Il y a les Kshamim, c'est un cycle, qui est un cycle naturel. Il faut juste prier Hachem pour que ce cycle nous alimente, et que les pluies ne passent pas à côté de nous. Et puis il y a un autre qui s'appelle Matar. Matar, c'est du Chesed. C'est-à-dire qu'il faut prier pour que Hachem nous envoie des pluies qui sont des pluies de Chesed. Et visiblement, ce Matar, il a des propriétés particulières. Une pluie dans laquelle il y a du deutérium, ou une pluie dans laquelle il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, elles n'ont pas les mêmes fonctions, elles n'ont pas la même bracha, en quelque sorte, sur la terre. Donc il y a ici une notion qui est une notion de chesed. Si on fait les mitzvot, eh bien effectivement, le comportement, si on fait les mitzvot, ça veut dire quoi les mitzvot? Mitzvot, ça vient du mot tzavta. Tzavta, ça veut dire ensemble. Si on est ensemble avec Hachem, alors Hachem sera aussi ensemble avec nous. Comment est-ce qu'on peut être ensemble avec Hachem? Parce qu'on fait sa volonté. Comment est-ce qu'Hachem peut être ensemble avec nous? Parce qu'il est présent dans notre vie, dans ce qu'il y a de plus quotidien, dans les pluies. Les pluies, c'est une allusion à la parnassa. Alors quand est-ce qu'Hachem fait preuve de chesed et d'un chesed élargi? Tout simplement quand nous, on fait preuve d'un chesed élargi. Ezeu Baal Chesed mitrased imkono. C'est qui le Baal Chesed? C'est qui le pieux? C'est celui qui est pieux avec son Créateur. Il non seulement accomplit la volonté de son Créateur, mais il essaye même de donner le droit de citer de la manière la plus large possible dans sa vie et dans la vie des autres. Et ben, c'est ce qui fait que Hachem, en retour des choses, Mida Keneget Mida, sera extraordinairement présent au niveau du matar, au niveau d'une pluie bienfaitrice et très particulière, qui vient, comme le dit Rabbi Yehoshua, 17 siècles avant la science moderne, donc des météorites. Chose que la science moderne a découvert aujourd'hui, sans être capable d'expliquer le pourquoi spirituel des choses. Ça, c'est réservé aux Chachamim. À très bientôt.